Conclusion. Suis-je différent aujourd'hui? Cette question, on me l'a posée à maintes reprises depuis que je suis sorti de l'enfer. La réponse est oui, évidemment. Quand on a vécu pendant 15 jours cette angoisse permanente, menacé d'une mort qui rôde sans cesse autour de vous et qui menace de frapper à tout moment, on ne peut pas en sortir indemne. Le film de ma séquestration passe et repasse dans ma tête sans arrêt, avec ses images très dures, violentes, désespérées. Depuis ma libération, mon comportement a changé, indiscutablement. J'étais nerveux, je le suis davantage encore aujourd'hui. Il m'arrive d'avoir des bouffées d'angoisse incontrôlables, pendant lesquelles je ne me rends plus vraiment compte de ce que je fais. Je peux même être viol. Je ne m'en aperçois qu'après, lorsque le mal est fait. Je ne veux pas dire que j'ai envie de prendre un fusil et de tuer tout le monde. C'est tout à fait autre chose. Par exemple, brusquement, je m'emporte sans raison apparente. Dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il y a un double personnage en moi. Un Lounès que je connais, avec lequel je vis depuis 38 ans, et un étranger que je découvre depuis ma libération. Je n'ai pas mesuré immédiatement l'étendue des dégâts, parce que c'est d'abord l'euphorie qui a régné. Ma maison ne désemplissait pas. C'était la fête, la joie des retrouvailles avec ma famille, mes amis. Je recevais des témoignages de soutien de partout. J'étais sollicité de partout. J'ai vécu pendant plusieurs jours sur une espèce de nuage. Bien que fatigué, éprouvé physiquement, j'étais heureux, incrédule et ravi devant l'ampleur du mouvement de solidarité. Les articles parus dans la presse nationale et internationale m'ont donné l'impression d'être important. Il y en avait tellement, certains très émouvants, que j'en éprouvais une sorte d'orgueil. J'étais comme dopé, je racontais ce que j'avais vécu, tous les moments d'angoisse. Je multipliais mes analyses du GIA, de ses forces et de ses faiblesses. Je parlais beaucoup. Mais ensuite, lorsque je me suis retrouvé seul, les choses ont commencé à se compliquer. Mes amis insistaient énormément pour me convaincre de quitter la Kabylie. Tout en sachant au fond de moi que c'était une folie de rester dans mon pays, je n'arrivais pas à me décider. Mon pays, mon village, ce sont mes racines. J'étais sûr que je m'en sortirais mieux au milieu des miens, en Kabylie. Mais j'étais conscient, en même temps, que je n'aurais pas une deuxième chance, si je retombais aux mains des intégristes, cette fois, ma mort était assurée. Donc, j'ai dû prendre la décision, terriblement douloureuse, de quitter ma chère Kabylie. Je n'avais pas le choix. En France, je me suis toujours senti perdu, privé de ma base, de mes références. Depuis mon arrivée fin octobre, bien que je sois entouré par de nombreux amis, la déchirure est toujours ouverte. Même ma femme, qui travaille en France, n'a pu combler le vide que j'ai ressenti d'emblée. Je me suis retrouvé confronté à moi-même. L'euphorie de la libération a fait place à un état de profonde nervosité, une sorte de stress. Dans ces moments-là, tous les efforts que je peux faire pour me contrôler sont inutiles. Le sentiment de solitude m'envahit, intolérable, et je revis les moments les plus pénibles de ma détention. La peur prend le dessus, impossible alors de me raisonner et de me calmer seul. La dernière fois que j'ai eu une crise de cette nature, ma femme a dû faire appel à un médecin en pleine nuit. Il était 3 heures du matin, je prenais un bain. Soudain, j'ai eu l'impression d'étouffer, je ne pouvais plus me détendre ni retrouver une respiration normale. Le médecin a dû me faire une piqûre de Valium. Ces accès de panique reproduisent exactement, en fait, ce que j'ai vécu dans le maquis. C'est la panique de la mort imminente. Je la ressens tout spécialement au moment de me coucher. C'est une épreuve qu'aujourd'hui encore, plusieurs semaines après ma libération, je redoute. Je me réveille plusieurs fois par nuit, souvent dans un état de nervosité extrême. Pourtant, je préfère éviter les somnifères. J'ai été consommateur de cachets plusieurs fois dans ma vie, je ne veux pas retomber dans cette dépendance aujourd'hui. Pour l'instant, je tiens, en dépit de ces cauchemars récurrents où je me vois enfermé, baignant dans des mares de sang. Je n'ai pas voulu voir de psychiatre, ni être traité au sens médical du terme, je vois des amis médecins, je discute beaucoup. Je crois, effectivement, à l'importance de la parole, mais je n'ai pas envie de me confier à n'importe qui. Le travail de débriefing, pour employer le mot technique, je le fais moi-même, avec des proches, et je compte sur le temps. Du reste, la meilleure des thérapies,
c'est peut-être ce livre. Ce livre est ma musique, mes chansons. Le 18 octobre, une semaine exactement après ma libération, j'ai composé une première chanson, suivie d'une deuxième le lendemain. Ce n'est pas un hasard. Elles expriment tout ce que j'ai ressenti durant mon épreuve, avec des mots qui rappellent, si besoin en est, qu'en dépit de ce que j'ai pu vivre, mes sentiments restent les mêmes, qu'en dépit de ce que l'on m'a fait subir, je ne capitulerai pas. Ces deux textes sont essentiels, ils disent non à la soumission, non à l'arbitraire. Le premier explique mon refus de la religion et le mal que, dans certaines conditions, elle engendre. Les versets du Coran, psalmodiés des heures durant pendant ma captivité, résonnent encore dans ma mémoire. On tue au nom de cette religion, j'ai voulu le redire. Je proclame aussi que mon pays est gravement menacé si l'on ne réagit pas très vite. Sur ce sujet, l'inspiration m'est venue facilement, c'était, je l'ai compris après une manière de répliquer, de prouver que ma poésie est plus forte que n'importe quelle épreuve. Le second texte est un poème dédié à la mémoire d'un ami très cher, mort il y a quelques semaines d'un arrêt cardiaque. C'était un militant, un démocrate. Le combat qu'il a mené toute sa vie, nous le continuerons, je le promets. Depuis qu'il est mort, beaucoup d'autres l'ont rejoint, ma chanson le rappelle. Notre courage n'est pas entamé, son combat, le nôtre, nous le poursuivrons. Mes textes sont autant de confessions. Au lieu de chercher l'aide d'un prêtre dans une église, ou d'un psychiatre dans un cabinet, je me suis confié à l'écrit, à la poésie. C'est mon domaine, la seule façon de me libérer. Mes premiers lecteurs ont vu dans ces textes une maturité, une perspective élargie de mon combat. Mieux que moi, ils sont juges de mon évolution. Ce que je sais, c'est qu'une force nouvelle m'a poussé, que ces chansons ont été écrites avec une rage redoublée. Si elles expriment encore mieux mon engagement, j'en suis heureux et fier. Aujourd'hui, je suis obligé de modifier mon comportement. Je sais que je suis en sursis, la pression populaire m'a sorti du cauchemar, la prochaine fois, mes ravisseurs auront ma peau, et sans m'avertir, j'en suis sûr. Pourtant, je le déclare haut et fort, je n'ai pas changé. Je n'encouragerai jamais des assassins, des êtres qui tuent aveuglément au nom de l'islam. Je suis donc plus que jamais cible désignée. Ce qui les gêne énormément, c'est que ma popularité s'est étendue encore après l'affaire, et cette sympathie nouvelle est un désaveu pour eux, une sorte de défi à leur violence. Je reçois des lettres du monde entier. On a entendu parler de mon enlèvement partout. Je m'en rends compte dans la rue, ici, en France. Lorsque je croise des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Maghrébins, ils viennent à moi spontanément et me parlent. Conséquence, je suis de plus en plus en danger. Avant mon enlèvement, je me savais visé par les intégristes et le pouvoir algérien. Désormais je suis sous la menace de l'international intégriste. Au maquis, on m'a bien prévenu, si tu ne respectes pas tes engagements, arrêtez de chanter, entre autres, nous te retrouverons partout, où que tu sois. Nous te poursuivrons dans le monde entier. Il n'y aura aucun lieu sur la planète où tu pourras te sentir en sécurité. Il ne faut pas négliger un tel avertissement. Avec leur absence de scrupules et l'étendue de leurs réseaux internationaux, lorsque ces gens profèrent une menace, ils la mettent généralement à exécution, ils l'ont déjà prouvé. Mais moi, je l'affirme, je ne céderai pas. Je continuerai à chanter, à me battre contre l'intégrisme. Je ne suis ni arabe, ni obligé d'être musulman. C'est peut-être la phrase qui m'a condamné à mort, c'est aussi celle, justement, qui résume le mieux mon combat. Tant que l'on continuera de piétiner mes convictions, je continuerai à me battre. Ce combat, je ne le conçois que chez moi, en Algérie. Dès que j'aurai retrouvé mon équilibre, je rentrerai. Pour l'instant, je travaille. Il y a 8 ans que je ne me suis pas produit sur une scène parisienne, j'ai donc décidé de faire une série de concerts. Aussitôt après, je repartirai pour la Kabylie, dont je ressens très fort le manque. Je ne me sens vraiment chez moi que lorsque je m'enfonce dans les profondeurs du maquis kabyle. Mon rapport avec la Kabylie est très charnel. Mon environnement, mon quotidien, ce sont les montagnes du Djudjura, mon village, mes amis, les vieux avec lesquels je parle des heures durant, les jeunes avec lesquels j'ai des conversations faites de petits riens. La Kabylie me manque. Pour l'instant, je me sens douloureusement coupé de mes attaches. Peut-être même rentrerai-je plus tôt que prévu. Inutile de dire que je prendrai toutes les précautions, car je n'ai pas l'intention de m'exposer inutilement.
Même si j'adore les cafés, je les fréquenterai moins. Dommage, d'ailleurs, nos cafés sont des lieux tellement plus conviviaux qu'en France. On y reste pendant des heures, qu'on consomme ou pas, on y joue de la musique. D'autre part, il me faudra une arme pour me défendre. Si l'État ne me délivre pas l'autorisation, je m'en passerai. Le jour de mon enlèvement, j'avais sur moi un 9 mm, qu'on m'a soustrait, évidemment. Mais je ne serai plus jamais pris au dépourvu comme ce jour-là, où je n'ai rien pu tenter. En kabyle, nous avons un dicton, celui qui a été mordu une fois par un serpent craint même la vieille corde. Je me méfierai donc de toutes les vieilles cordes. Il me faudra redoubler de prudence dans mes déplacements, car je refuse de rester cloîtré chez moi, prisonnier entre quatre murs. J'évoquais tout à l'heure cette maturité que j'ai le sentiment d'avoir acquise au cours de ces 15 jours de cauchemar. Elle doit être réelle car, avec le recul dont je suis capable aujourd'hui, je me sens plus fort. Est-ce l'effet de l'immense soulagement apporté par ma libération? Ou de ces réflexions menées au long de ma séquestration, au cours desquelles j'ai analysé mes engagements, mes prises de position et mon combat? Peut-être les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, une force nouvelle m'habite. Il y a encore peu de temps, je limitais mon combat à la Kabylie. Maintenant, je pense à l'Algérie dans sa totalité, au malheur qui risque de dévaster le pays. Je dois apprendre à me battre pour la société algérienne dans son ensemble. Les témoignages venus de partout, de Tlemcen, d'Annaba, d'Oran, la chaleur qu'ils dégageaient, les encouragements qu'ils contenaient m'ont fait profondément réfléchir. Ce n'est pas suffisant de se battre pour soi lorsque le destin d'une nation est en jeu. Ce peuple mérite que l'on se sacrifie pour lui. En somme, je pourrais presque dire que je ne m'appartiens plus, ce nouveau souffle de vie, cette résurrection, tout ce que je dois au mien, il faut maintenant que je le traduise dans mon combat. On m'a raconté la joie, la liesse dans les villages et les villes de Kabylie après ma libération. On m'a rapporté aussi, et c'est plus surprenant, que dans certains quartiers d'Alger, des gens, n'hésitant pas à braver le couvre-feu, s'étaient répandus dans la rue pour exprimer leur joie. Il paraît que l'on n'avait pas vécu de tels moments depuis l'indépendance, en 1962, un mouvement massif, spontané, généreux et général. Comment l'expliquer? Ma réponse est simple. Depuis longtemps maintenant, la société algérienne vit dans l'horreur et la terreur, un peu comme pendant la guerre de libération. À cette époque, personne, sauf des utopistes, ne croyait que le pays connaîtrait un jour l'indépendance. Si ma libération a suscité un tel élan d'espoir, c'est que pour la première fois, la population algérienne s'est rendue compte que les intégristes pouvaient reculer. Il y a quelques semaines on n'aurait jamais évoqué la possibilité de capitulation, de recul ou de défaite dans le camp intégriste. Encore une utopie. Aujourd'hui, tout a changé. Un coup de bélier a fissuré la carapace islamiste. Les intégristes ne sont pas aussi invulnérables qu'ils le prétendent. Une première brèche a été ouverte. Un premier Algérien est sorti vivant de leurs griffes, démontrant leur faiblesse. C'est une belle leçon d'espoir. Ai-je mérité tous les témoignages d'estime que j'ai reçus? Ce n'est pas à moi de répondre, car je me connais quelques qualités et beaucoup de défauts. Lorsqu'on est porté au pinacle de cette manière, on se dit qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Une certaine rigueur s'impose, une sorte de pureté. J'avoue que j'en suis loin. Les sentiments que j'ai constatés à mon égard ces derniers temps me gênent, en réalité. Je ne veux pas avoir à modifier mon comportement habituel. Je suis avant tout un poète, un saltimbanque, quelqu'un qui aime la vie, un vagabond sans cesse en quête, courant d'un endroit à un autre, se battant pour la vérité, la justice, la paix et la reconnaissance de ses droits fondamentaux. Lorsque l'on me dit que je fais désormais partie de la galaxie des hommes célèbres, je suis flatté, bien sûr, mais ennuyé aussi. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de me demander si je le mérite vraiment. J'ai reçu récemment, le 6 décembre 1994 pour être précis, un prix qui m'a procuré un plaisir infini, inimaginable, le prix de la mémoire, récompense décernée à une personnalité qui a marqué l'année par son engagement, son combat. J'étais très ému. Privilège extrême, le prix m'a été remis par Madame Danielle Mitterrand. Elle a parlé de la situation en Algérie et m'a félicité pour mon courage. Je voudrais rappeler ici quelques phrases du discours que j'ai prononcé à cette occasion et qui résument mon combat pour le respect de notre identité en Algérie. Cette négation de l'identité, cette mémoire tronquée sont une constante de notre histoire.
On nous a dit Romains, Byzantins, Arabes, Turcs, Gaulois et aujourd'hui encore, dans cette Afrique du Nord libérée de toute tutelle coloniale, nous ne sommes toujours pas Amazigh. Pourquoi? On veut nous emprisonner dans un passé sans mémoire et sans avenir, comme l'écrivait Jean Amrouche, en 1958. Et comme il l'a si bien précisé lui-même. On peut affamer les corps. On peut battre les volontés. Mater la fierté la plus dure sur l'enclume du mépris. On ne peut assécher les sources profondes. Ou l'âme orpheline par mille radicelles invisibles. Suce le lait de la liberté. J'ai conclu par ces mots, le berbère que je suis est frère du juif qui a vécu la Shoah, de l'arménien qui a vécu le terrible génocide de 1915, de Khalida Messaoudi, de Taslima Nasrin et de toutes les femmes qui se battent de par le monde. Je suis le frère du Kurde qui lutte sous le tir croisé de multiples dictatures et frère de l'Africain déraciné. Nous avons en commun la mémoire de nos sacrifices. Je vous demande aujourd'hui de tisser les liens de la solidarité. À la fin de la cérémonie, j'ai chanté la chanson composée quelques jours après ma libération. Minutes inoubliables, j'étais sous les lambris d'un amphithéâtre de la Sorbonne, sous le portrait de Richelieu, et je chantais en kabyle avec mon mandole. En cet instant, je me trouvais à des années-lumière du maquis dans lequel j'avais été séquestré pendant 2 semaines, et pourtant les images de mort ne quittaient pas mon esprit. Impossible de les chasser, elles s'imposaient inexorablement. Il faut préciser que j'avais appris, 3 jours auparavant, la mort d'un ami journaliste tombé sous les balles des islamistes. Et à l'instant précis où je chantais à la Sorbonne, honoré et félicité par de nombreuses personnalités, à cet instant, Saïd Megbel était porté en terre. J'étais malheureux de ne pas pouvoir être en Algérie pour assister à ses funérailles. Un journaliste de plus, un journaliste de trop. Saïd était le directeur du journal Le Matin, l'un des organes de la presse indépendante, et je l'aimais beaucoup. L'Algérie démocrate l'aimait beaucoup. Par 2 fois il avait échappé à un attentat et la 3e fut la dernière. Son courage journalistique, ses idées, son engagement en faisaient une victime désignée. À plusieurs reprises, pendant ma séquestration et au cours de mon procès, j'avais entendu mes ravisseurs exprimer leur haine des journaux et des journalistes indépendants. Ils s'occupent trop de terrorisme, trop de démocratie et de laïcité, pas assez de l'islam, tel était leur reproche. Le billet de Saïd Megbel, en dernière page du Matin, avec le dessin d'un autre ami très cher, Dilemme, le « dilemme du jour », était très lu en Algérie. Le jour de ma libération, Saïd Megbel avait écrit un billet extraordinaire qui répondait admirablement à mes adversaires. Je veux rendre l'hommage qu'il mérite à ce grand démocrate. La mort était donc très présente en moi le jour de la remise du prix de la mémoire à la Sorbonne. Elle l'est encore aujourd'hui. Il faudra que je m'y habitue, que j'apprivoise ces images, ces impressions intolérables. Je me cède en sursis, mais je réagis aujourd'hui, à la manière d'un poète, avec un certain détachement. La mort, c'est l'éternité. Ni Dieu, ni Mohamed, ni Vishnu. Mais ce que l'on a fait dans sa vie et dont il reste la trace, en positif ou en négatif. Pendant ma séquestration, je me disais, je vais disparaître alors qu'il y a tant de choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Des souvenirs, des événements que je croyais avoir définitivement oubliés me sont revenus à la mémoire de façon hallucinante, des petits détails ou des choses plus importantes. Et je me faisais des reproches. Dans de tels moments, on voudrait qu'une machine à remonter le temps vous transporte dans le passé pour pouvoir refaire ce qu'on pense avoir mal fait. Mais c'est trop tard, l'erreur est définitive, rien ni personne ne pourra y changer quoi que ce soit. Et on souffre. Voilà ce que j'ai vécu. Le film de ma vie a défilé et défilé 1000 fois dans mon esprit sans que je puisse le stopper. Me revenait en mémoire mon passé personnel et politique, que j'analysais pour établir un bilan de ma vie. Je revivais des situations pénibles, conflictuelles, avec des proches, des membres de ma famille, des intimes. J'avais l'impression qu'elles explosaient, que je ne pouvais pas recoller les morceaux. Trop tard. J'en étais accablé, effondré. Puis je me résignais, j'étais tué, je voyais mes funérailles. Je me consolais un peu en me persuadant qu'il y aurait beaucoup de monde à mon enterrement, que mon cercueil serait recouvert du drapeau algérien, qu'on chanterait mes chansons. Il y aurait des femmes vêtues de leurs robes kabyles multicolores, des hommes, des enfants. L'ensemble me paraissait plutôt beau et cela me rassurait. Je me disais que, même mort, je resterais vivant dans la mémoire des gens.
mes chansons s'inscriraient dans cette éternité dont j'ai parlé. Ma famille serait respectée, ce qui était essentiel pour moi. Si étrange que cela puisse paraître, c'est l'idée de la mort, la projection de ma propre mort, qui m'a permis de rester en vie, de m'accrocher à la vie. Combien de fois me suis-je répété, « Tu es mort, de toute façon tu es mort ». La différence avec une maladie grave, une hospitalisation, c'est que, même en cas de diagnostic réservé, il reste toujours un espoir. Dans ma situation de séquestré entre les mains du plus extrémiste des groupes islamistes, il n'y avait même pas de diagnostic, et donc aucun espoir. J'avais attaqué leurs valeurs, des valeurs fondamentales pour eux, leurs croyances les plus importantes. Encore une autre fois, la mort m'a frôlé, puis, elle a passé son chemin. Étant en sursis, je n'en suis que plus combatif. Mais je ne suis pas un homme politique au sens strict du terme. Je suis un poète et le revendique haut et fort. La chanson est mon expression, pas les discours. Un poète, un témoin, mais aussi un citoyen qui vit et assume la condition de son peuple. Comme tout révolté berbère, comme tout Algérien, je ne peux laisser faire ce qui se passe dans mon pays. Les miens me font confiance, ils me l'ont exprimé à maintes reprises, je ne peux les décevoir. Je ne peux pas rester insensible au drame qui déchire mon pays. Aucun démocrate, qu'il soit algérien ou d'une autre nationalité, ne peut baisser les bras devant l'horreur de la situation en Algérie. Le temps est à l'action. La neutralité est une chose qui n'existe pas dans mon pays. Il faut se situer dans un camp ou dans l'autre parce que dans cette tragédie le juste milieu est un leurre, une démission. C'est une prise de position négative, dangereuse. L'Algérie est en passe de basculer dans le chaos et de plonger dans un puits sans fond. Je suis obligé de dénoncer les abus du pouvoir comme les horreurs des intégristes. En tant que poète, je ne peux qu'apporter mon soutien aux forces qui font espérer un changement. C'est la démocratie qui nous sauvera. La démocratie et la laïcité, deux notions fondamentales face à l'obscurantisme religieux, deux notions qui peu à peu se sont imposées à moi et sont aujourd'hui aussi nécessaires que le pain et l'eau. Avant l'explosion de l'intégrisme en Algérie, démocratie et laïcité restaient des termes assez vagues. C'était le règne du parti unique. Aux années boumediennes, années noires, avaient succédé les années Chadli, grises. On se battait contre le pouvoir en place. On se battait pour la reconnaissance de nos droits fondamentaux, tamazight, le berbère à l'école, le berbère comme langue nationale reconnue et enseignée. Aujourd'hui, au risque d'en choquer plus d'un, je dis qu'en l'état actuel du système scolaire en Algérie, je suis plus prudent, plus nuancé. Je ne veux pas voir tamazight enseigné dans une école malade. Le système qui existe, produit du régime en place, a engendré l'intégrisme, la haine, la mort. Je ne veux pas voir développer notre langue dans un système incapable de gérer des valeurs aussi importantes que la liberté, le respect de l'autre, la justice et la démocratie. Je veux que le berbère soit enseigné dans une école républicaine et prospère. L'échec de l'école algérienne est patent. Nous avons reculé de plus de 30 ans en quelques années. L'école francophone était une réalité, puis une arabisation agressive et négatrice a tué ce qu'il y avait de positif dans notre système scolaire. Nous fabriquons des êtres hybrides qui ne sont plus capables de penser par eux-mêmes et à qui on n'offre pas le moindre débouché. Des jeunes qui iront dès la sortie de l'école rejoindre les maquis islamistes parce qu'ils sont perdus. Qui n'ont pas le sens des valeurs morales parce qu'on ne leur a pas enseigné ce qui était essentiel. Qui n'ont pas de travail parce que leur formation est insuffisante et médiocre. Un pays incapable d'assurer à ses enfants l'éducation qu'ils méritent est un pays qui n'a pas d'avenir. Le pouvoir a engendré l'intégrisme, je le répète. Je combats au même titre le FLN, le pouvoir en place et les intégristes, qu'ils soient du GIA, du FI ou autre. Chadli Ben Jedid a capitulé. Son pouvoir dominé par la corruption et les luttes d'influence a chuté. Liamine Zeroual, qui lui a succédé, ne vaut guère mieux. Aujourd'hui, en Algérie, les changements de personnes à la tête du pouvoir ne sont que mascarade. D'hésitation en maladresse politique, les responsables accumulent les catastrophes. Ils libèrent Abbassi Madani, Ali Belhadj, des gens qui ont brisé l'échiné de l'Algérie, qui ont jeté le pays dans la barbarie, et décident de reprendre le dialogue avec eux. Comment accepter pareille infamie? Peut-on discuter avec les assassins de Djaou, de Boussepsi, de Megbel et de tous nos frères, de ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants victimes de leur violence aveugle? S'asseoir à la table de négociation avec ces gens-là? Dialoguer,
Accepter de parler à des individus dont le seul mot d'ordre est tuer? Qui voit partout des ennemis de Dieu, Tagou? Qui pense que la démocratie est coffre, hérésie? On ne dialogue pas avec des assassins, monsieur Zéroal. Les seuls interlocuteurs possibles pour ceux de leur espèce, ce sont des juges, des procureurs, des magistrats non corrompus. Voilà avec qui un assassin peut parler. Pour être jugé et condamné, pas libéré. Nous, démocrates, nous n'avons pas peur d'eux. Ils nous tuent, ils nous enlèvent. Nous résistons. Tant qu'il y aura des femmes, des hommes pour porter haut le drapeau de la démocratie, nous ne capitulerons pas. Certains, à bout de nerfs, et je les comprends parce que pareille tension finit par être impossible à vivre et à assumer, diront qu'il n'y a plus rien à espérer, abdiqueront ou partiront à l'étranger. D'autre part, combien d'hommes du pouvoir actuel, après s'être largement servis dans les caisses de l'État, ont choisi de quitter le pays pour s'installer en France ou ailleurs? Les vrais démocrates préfèrent se battre dans leur pays. Vivre là où ils sont le plus utiles, c'est-à-dire chez eux. Même sous la menace permanente de l'attentat et de la mort, ils sont au milieu des leurs. C'est cela le courage. Je ne peux pas imaginer que mon pays bascule définitivement. Je demande à nos dirigeants actuels, s'il y en a parmi eux qui ont encore le sens du devoir, d'agir rapidement et avec efficacité. Il faut que le peuple algérien se manifeste, que le monde entier se sente concerné par la tragédie que nous vivons. Chacun doit se responsabiliser, chacun doit parler autour de lui. Chaque mot, chaque geste compte. N'acceptons pas que les femmes soient égorgées parce qu'elles refusent de porter le voile, rejetant le diktat islamique. La femme algérienne a toujours été une combattante. Nous devons l'aider, car son combat est fondamental aujourd'hui en Algérie. Tant qu'il y aura des femmes comme Khalida Messaoudi et toutes celles qui se battent avec elle, l'espoir nous sera permis. À plusieurs reprises, cette année, des milliers de femmes sont descendues dans les rues d'Alger. Elles voulaient dire non. Non au terrorisme, non à la violence. Oui à la démocratie. Ce sont elles, notre chance. Si les femmes capitulent, ce sera la fin, notre pays sombrera dans l'obscurantisme et la barbarie. Avec tous ceux et toutes celles qui se battent pour la démocratie, j'appelle à mon tour à la résistance. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est plus avec les seuls mots que l'on peut arrêter le terrorisme, c'est avec des armes. Pas des armes offensives, mais des armes défensives, protectrices. Ce n'est pas à main nue que l'on arrête les balles d'une Kalachnikov. Je suis peut-être un poète, mais je suis aussi parfaitement capable de tenir une arme s'il le faut. Si je dois tuer pour ma survie, pour la survie de mes valeurs et des miens, je n'hésiterai plus. Je n'attendrai pas de me faire égorger, je n'ai pas l'âme d'un martyr, je ne rêve pas d'un paradis où coulerait le lait et le miel. Je veux me défendre. La résistance est une légitime défense, pour laquelle il faut des moyens. Je ne lance pas un appel à la guerre civile. Mais si se défendre, défendre ses valeurs et ses convictions signifie la guerre civile, je suis prêt à l'affronter. Je ne me laisserai plus faire. Je sais ce que le fascisme veut dire. Je refuse son fanatisme, son aveuglement. Je veux continuer à exister et à chanter en toute liberté. L'Algérie islamique n'existera pas. Si je dois donner ma vie pour ce combat-là, je n'hésiterai pas. Puisqu'ils n'ont pas réussi à me briser en 15 jours de captivité, je leur prouverai, nous leur prouverons que nous sommes plus forts qu'eux. Rien ne pourra nous arrêter. Notre combat est juste et noble. Nous ne laisserons personne nous abattre. J'en fais le serment.